Bienvenue sur le plateau du JT diplomatique et pour ce deuxième rendez-vous dédié aux acteurs de la vie internationale, nous avons le grand plaisir de vous proposer trois rubriques au cours desquelles vous aurez l'occasion de vous familiariser avec nos différents invités. Dreaming of a place, anything you wish. Rising from the ground, can light up all around. Your feelings to the world, chances to be heard. Now you feel right, now you feel fine. Heading down the road till you get by. Place à notre focus du jour avec Raïssa Malou, chef de l'unité technique d'appui de la Banque mondiale, Magnéto. J'ai le grand plaisir d'accueillir la responsable de l'unité technique d'appui au PECPESU, le programme d'éducation pour la qualité et la pertinence de l'enseignement au niveau du secondaire et de l'université, Madame Raïssa Malou, qui nous fait l'honneur d'être présente avec nous aujourd'hui. Vous l'aurez compris, nous allons parler éducation. Raïssa Malou, bonjour. Bonjour Henri, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Alors, derrière cet acronyme qui peut paraître barbare, se cache quand même une vraie révolution. Alors, d'un mot, si vous deviez décrire ce projet, je rappelle, pour ceux qui nous suivent, que donc le PECPESU est un projet de 6 ans financé par la Banque mondiale, 6 ans 2016-2021. Sur ces 200 millions de dollars, 130 millions sont sous forme de crédit, et 70 millions sous forme de dons. Je rappelle par ailleurs que il y a d'une part l'objectif d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques et des sciences dans le secondaire, ce qui est un volet qui vous concerne plus précisément, mais aussi de renforcer la pertinence de l'enseignement technique et professionnel dans le secteur, prioritaire des niveaux secondaires et universitaires. Alors, Raïssa Malou, dites-nous, le PECPESU, en quelques mots, c'est quoi? Si je devais utiliser un mot, parce que vous m'avez demandé un mot que pour pouvoir résumer le PECPESU, ce serait réforme. Et un deuxième, ce serait sectoriel. Il faut savoir que le PECPESU est le premier projet sectoriel de l'éducation qui implique 2 ministères. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est la première fois que l'on a un tel projet. C'est donc une bonne chose et parfois de grandes difficultés. Et c'est un projet qui, justement, finance toute une série de réformes. Au niveau de l'enseignement secondaire, par exemple, c'est vrai, notre focus est sur l'enseignement des sciences et des mathématiques. Mais ce que l'on a fait, c'est justement appuyer ou lancer la réforme de l'éducation de base, en commençant par le domaine d'apprentissage des sciences, justement. Et l'autre réforme, c'est au niveau de l'enseignement technique et professionnel, où là, on aura de revoir les programmes, notamment, et on est en train surtout de revoir la gestion des écoles techniques en introduisant beaucoup le secteur privé dans la gestion de ces écoles techniques pour en faire de sorte d'unité de production. Ça, c'est pour l'enseignement technique et professionnel. Pour l'enseignement supérieur universitaire, la réforme principale au niveau du mode de gestion de ces établissements, où maintenant on va fonctionner en termes de contrats de performance, qui sont donc avec des critères bien définis par l'établissement qui doit donc atteindre. Donc vraiment, le PECPESU est le premier projet sectoriel et c'est un projet qui finance des réformes. C'est pour ça que c'est un projet important. Alors, il faut rappeler que vous avez aussi la responsabilité d'élaborer un cadre stratégique d'enseignement du secondaire et aussi pour le renforcement des programmes. Alors, ça m'amène justement à la toute première question. 5 ans après le début, on va dire, de la mise en œuvre de ce projet, nous sommes dans la dernière année d'exécution, puisque 2021 va annoncer, voilà, c'est tout de suite, la fin de ce projet. Alors, pensez-vous que la mise en œuvre aurait été aisée sans, précisément, l'appui budgétaire de la Banque mondiale, en particulier, et des bailleurs de fonds en général? Alors, il faut savoir que dans notre pays, le secteur de l'éducation et de la recherche scientifique, en général, sont des secteurs qui ont un budget relativement faible et qui, en plus, ne sert qu'à payer des salaires.
donc les salaires des enseignants, etc. Donc même quand on augmente le budget, ce qui a été pour l'EPST il y a quelques années, c'est essentiellement pour pouvoir payer les enseignants. Ce qui fait qu'il y a très peu de financement pour tout ce qui est financer les réformes, justement. Et donc, c'est à ce niveau-là que les partenaires techniques et financiers sont les bienvenus, que pour justement appuyer, et c'est vraiment un appui. Je veux dire, ça relève de notre responsabilité à nous, en tant qu'État national, de le faire. Mais dans ce contexte de budget limité, on a besoin des partenaires techniques et financiers que pour appuyer ces activités qui ne sont malheureusement pas encore financées par le budget national. Alors, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, en vous présentant, donc vous êtes la chef de l'unité technique d'appui auprès du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Vous avez aussi en charge l'amélioration de l'enseignement et l'apprentissage des maths et des sciences, on peut le dire ainsi. On est à une année de la fin. Si vous aviez un bilan d'étape à faire, quel serait-il? Alors, pour structurer les choses, nous, au sein de ma sous-composante, on a justement 3 grandes activités. On devait élaborer le cadre stratégique de l'enseignement secondaire, c'est fait. Donc voilà, ça il est fait, il est disponible sur notre... Il est encore en vigueur déjà Il est publié, il a été validé, donc il est disponible au niveau de notre site internet. Maintenant, c'est son appropriation par l'ensemble des acteurs du système éducatif qui doit être fait, et donc et tous les partenaires doivent s'appuyer sur ce nouveau cadre stratégique. Donc il est là, c'est vraiment maintenant de le rendre pratique. Légiférer pour le rendre pratique justement, ou bien c'est conscientiser, voilà, je veux dire c'est surtout informer tous les partenaires, informer le secteur de manière à ce qu'on se l'approprie et qu'on agisse en fonction de ce cadre stratégique. Alors, il y a et je vais d'abord aller au 3e volet, qui est la partie infrastructure. Nous avions la responsabilité de rénover 28 établissements et d'équiper 36 établissements, en fait, laboratoires de sciences. C'est le cas. Donc, pour d'ici début de l'année 2021, tous les labos auront été, donc on aura fait les réceptions provisoires. Les équipements sont déjà tous. Quel type tous. d'équipements, à titre d'exemple? Ce sont des laboratoires de physique, de chimie, de biologie. Donc, et informatique. Donc, qui sont installés dans ces écoles. Et en fait, ce sont des écoles qui sont réparties dans les 6 provinces qui sont ciblées par le projet. Et ce sont des écoles qui ont déjà une certaine tradition de l'enseignement des sciences. Et donc ici, c'était vraiment de les appuyer avec des laboratoires que pour en faire des écoles modèles à ce niveau-là. Alors, la deuxième activité, c'était donc la réforme des programmes. Pour les 2 premières années de secondaire, c'est fait. Donc là, les programmes ont été réformés et sont généralisés. Donc, ce sont les programmes qui sont d'application dans nos écoles depuis l'année passée d'ailleurs. Pour les 4 dernières années du secondaire, pour les humanités scientifiques, les programmes ont été élaborés. Ils doivent maintenant passer dans leur phase test. Bon, malheureusement, Covid est venu perturber l'année scolaire précédente, donc perturber cette mise à l'essai. Et donc maintenant, tout le défi pour nous va être pour cette dernière année scolaire d'assurer la mise à l'essai de ces programmes pour qu'ils puissent être les programmes officiels dans 2 ans. Alors, vous avez anticipé justement sur ma question suivante par rapport justement à cette crise mondiale, cette pandémie du Covid-19 qui n'en finit pas de faire des dégâts, on est tous d'accord là-dessus. Cela a fortement impacté effectivement votre cahier des charges, mais revenons un peu à l'élaboration du cadre stratégique. Lorsque vous avez décidé avec votre unité de vous atteler à la tâche, est-ce qu'il y a eu des obstacles ou des difficultés particulières auxquelles vous avez été confrontés? Alors oui, parce que pour élaborer ce cadre stratégique, il faut aller rencontrer l'ensemble des acteurs de terrain. Et c'est là qu'on se rend compte de la disparité entre les provinces. Vous savez, on a l'habitude de faire tout au niveau national et de penser que c'est le niveau national qui définit ce qui va se passer au niveau provincial. Dans le cadre de l'éducation, c'est une erreur. Il faudrait en fait des cadres stratégiques provinciaux, en réalité, et qui alimentent le cadre national. Et donc, il faut vraiment une véritable appropriation au niveau des provinces, des réformes et des actions en termes d'éducation, parce que les besoins et le contexte socio-économique à Mbandaka n'est pas forcément le même que l'on a à Lubumbashi, à Goma, etc. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait vers une approche plus décentralisée, en impliquant un maximum au niveau de la réflexion. Ou bien on est toujours dans le même schéma, on attend tout de Kinshasa et puis on agit? On attend toujours tout de Kinshasa. Et donc, c'est un travail que nous devons faire. Ici, le PPSU n'a plus qu'1 an, donc ce n'est pas nous qui arriverons à faire ce travail-là. Un an malgré le Covid-19? Vous n'allez pas prolonger? Non, c'est sûr qu'on va pas prolonger. D'accord, très bien. Hein, c'est clair, nous, on n'a plus qu'1 an.
Et tout le travail, le défi qui va être pour nous, pour l'année, ça va être justement d'impliquer et de pousser le secteur de l'éducation, l'ensemble de ces acteurs, à poursuivre le travail qui a été réalisé. Mais définitivement, ce qu'il faut, c'est agir au niveau des provinces. Si on veut améliorer la qualité de l'enseignement, c'est vraiment au niveau des provinces qu'il faut pouvoir agir, plutôt que ce top-bottom. Il faudrait faire un bottom-up. Dreaming of a place, anything you wish. It's rising from the ground, can light up all around. Your feelings to the world, chances to be heard. Now you feel right, now you feel fine, heading down the road till you get by the sun. Alors, avant d'aborder l'avenir, je dirais, à l'issue, je dirais, de cette mise en œuvre du projet PEC-PSU, y a-t-il des activités, des échéances, des rendez-vous dont vous pourriez nous parler aujourd'hui et qui devraient se faire en 2021, Raïssa Malou? Déjà, la généralisation des programmes des humanités scientifiques, ça va vraiment être notre focus de cette année-ci, parce que comme je vous dis, la partie infrastructure, c'est bon, on est en train de réceptionner les laboratoires, donc c'est fait. Donc ça va être vraiment beaucoup en termes de ces programmes des 4 dernières années des humanités scientifiques qui va être notre gros défi. Et ce que l'on va également faire, c'est une distribution d'ordinateurs auprès des écoles pour renforcer l'enseignement de l'informatique au sein de nos écoles. Donc ça va nous occuper. Ça va se faire au courant de l'année ici, probablement au début 2021. Que l'on va pouvoir distribuer ces programmes, enfin ces ordinateurs dans les écoles. On va commencer la distribution là où c'est possible, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas possible partout. Évidemment. Et donc on identifie des points de levier, donc des écoles qui peuvent justement rayonner dans leur zone. C'est la stratégie de développement. Donc pour nous, pour ce qui est de mon volet, c'est vraiment aller au bout de la réforme des programmes pour les humanités scientifiques, s'assurer que ces programmes puissent être généralisés, que ce soit les programmes officiels dans 2 ans, et cette activité d'ordinateur qui devrait être distribuée. Avant-dernière question, c'est très important parce qu'il faudrait vraiment que les gens puissent visualiser à quoi pourrait ressembler demain la structure au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Aujourd'hui, enfin, dans le système traditionnel, on comptabilise la maternelle, les 6 années d'études primaires et les 6 années d'études secondaires. Demain, à quoi cela va ressembler? Certainement encore comme ça. On a toujours 6 années. 7e et de 8e année. En fait, l'éducation de base n'est pas une réforme en termes des structures des écoles. C'est une réforme plutôt en termes pédagogiques. C'est plutôt de créer un continuum pédagogique sur les 8 ans. Et de forcer, d'une certaine manière, rendre obligatoire le fait qu'on aille à l'école au moins jusqu'à la 8e année de l'éducation de base. Et de certifier cette année-là pour que l'enfant, au sortir de l'éducation de base, puisse soit continuer dans l'enseignement général, technique, où il pourrait éventuellement s'arrêter vu le contexte dans lequel on est. Mais il serait outillé à pouvoir jouer un rôle positif dans les communautés. Donc la réforme de l'éducation de base est essentiellement ça en termes d'un continuum pédagogique. La RDC va certainement rester encore pendant quelques années sur cette structure classique des 6 années du primaire avec les 6 années du secondaire en termes d'école, vraiment en termes de, voilà, si on parle de physiquement, ça va rester comme ça. What next? PEC-PSU? Écoutez, après, ce qu'il y a, c'est que, comme je disais, nous, on termine. Ce qu'il faut, c'est aller au bout de la réforme. Il faut savoir que le PEC-PSU s'est occupé que de l'enseignement des sciences et des mathématiques. Il faut que la réforme de l'éducation de base a sur les autres domaines d'apprentissage, les langues, la littérature, histoire, etc. Donc ça, c'est vraiment prioritaire. Il faut aller au bout de la réforme de l'éducation de base, réformer l'ensemble des programmes selon la même logique que l'on a utilisée pour l'enseignement des sciences et des maths. Ça, si on ne faisait que ça ferait une énorme différence pour notre pays. Alors, un petit mot peut-être sur la semaine de la science et des technologies. Je pense que c'est la 8e édition l'année prochaine. On prépare en 2021. Exactement. Oui, petit rappel, le principe. Alors, la semaine de la science et des technologies, en fait, c'est un événement que l'on a créé que pour promouvoir les sciences et les technologies auprès des jeunes et du grand public, de susciter des vocations dans ces domaines et promouvoir les savoir-faire dans les domaines en question. L'année 2020 a été une année perturbée, mais
bien parce que du coup, ça nous a permis de développer en fait finalement des éditions virtuelles, ce qui est donc une innovation. Et donc en 2021, on va certainement aller sur ce mode hybride, c'est-à-dire ce mode physique et ce mode virtuel, qui est définitivement le mode de demain. Merci infiniment, Raïssa Malou. Je rappelle que vous êtes chef de l'unité technique d'appui du PECPESU, le projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire auprès du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Merci infiniment de nous avoir accordé votre attention. Merci surtout pour votre disponibilité et pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé pour la première émission. Nous restons naturellement accessibles sur notre site internet puisqu'il s'agit de www.jtdiplomatique.com, mais aussi dans nos différents réseaux. À la prochaine.